décrivait ainsi notre province, avec une petite touche de chauvinisme que vous repérerez assez aisément. L'Anjou est une des plus petites provinces de France, mais des plus agréables, par l'avantage de sa situation, par la beauté de ses villes, par le nombre des rivières qui l'arrosent, par la fertilité de son terroir, par la douceur de son climat et par la politesse de ses habitants. Voilà ce que les juristes disaient de leur province sous Louis XV. Alors, lorsque l'on parle de l'Anjou, précise la coutume d'Anjou, il y a 4 choses à considérer et qui montrent la complexité de l'organisation administrative et sociale de l'ancienne France. Le diocèse, le gouvernement, la coutume et la sénéchaussée. Et ces différentes réalités ne coïncident pas entre elles. Elles ne coïncident pas entre elles. Le diocèse, nous précise la coutume, est moins étendu que la province, dans laquelle il y a plusieurs paroisses qui dépendent des évêchés de Nantes, de La Rochelle, de Poitiers, du Mans et de Tours. Et si l'on pousse un petit peu plus loin, la sénéchaussée, la coutume ne coïncident pas tout à fait non plus avec la province. Ce sont des réalités différentes et la coutume est obligée d'ailleurs de dresser des listes de paroisses relevant du diocèse, relevant de la province elle-même, relevant des différentes sénéchaussées de l'Anjou, dresser des listes et parfois même, et c'est dire la complexité de tout ça, dresser la liste des fiefs au sein d'une même paroisse qui relève de l'Anjou, par opposition à ceux qui n'en relèvent pas, car certaines provinces, certaines paroisses sont à moitié de l'Anjou et à moitié d'une province voisine. Songez à Cossé-le-Vivien dans le Cranais. Cossé-le-Vivien est coupé en deux. La moitié de la paroisse relève de l'Anjou et l'autre moitié relève du Maine. Alors cette province de l'Anjou, elle est un fruit de l'époque féodale. Le comté est né à l'époque carolingienne, au 9e, 10e siècle, autour de la cité des Andécaves, c'est petit à petit dessiné ce comté d'Anjou qui va devenir la province d'Anjou. Alors, on se souvient qu'au milieu du 9e siècle, l'Anjou appartenait à ce royaume de Neustrie qui couvrait tout le nord-ouest de la Gaule, tout le nord-ouest du royaume des Francs, de la Loire à la Seine et de la Bourgogne aux marges de Bretagne. Et l'on se souvient que Robert le Fort fut marquis de Neustrie et que, en sa qualité de marquis de Neustrie, il avait défendu, les armes à la main, la province contre les flibustiers scandinaves qui écumaient nos côtes, nos fleuves et nos provinces, et qu'il s'était sacrifié en 866 à Brissart, où il fut tué, vainqueur, mais mort le soir de la bataille. Et après lui, Eudes, comte de Paris et comte d'Anjou, fut porté sur le trône de France par les grands du royaume en 888. Et puis, à la génération suivante, eh bien, un vicomte fut installé à Angers pour garder la ville. Et ce vicomte, profitant de la mort prématurée d'Hugues le Grand et de la jeunesse de celui qui deviendra Hugues Capet, de vicomte s'est arrogé le titre de comte et a acquis son autonomie. Voilà. Au même titre que le comte de Blois au même moment. Et c'est ainsi que l'Anjou est devenu un comté autonome et un comté qui va, du fait des conquêtes de ces comtes, notamment du fameux Fulco Nera,
le Faucon Noir, qui régna sur le comté pendant un demi-siècle, de 987 à 1040, eh bien, au cours de ce demi-siècle de conquête, l'Anjou est devenu l'un des grands comtés du royaume de France, s'étendant considérablement au Maine, au Vendômois, et puis surtout s'emparant de Saumur d'un côté, des Mauges de l'autre. Les Mauges qui jusque-là relevaient du royaume d'Aquitaine, de l'ancien royaume d'Aquitaine, relevaient de ce qui deviendra le Poitou. Douai-la-Fontaine était, à l'époque carolingienne, un palais, une résidence du roi d'Aquitaine. C'est à Douai-la-Fontaine que Louis, fils de Charlemagne, roi d'Aquitaine, a appris que son père était mort et qu'il devenait à son tour l'empereur. Voilà, il était à Douai à ce moment-là, et Douai, à l'époque, c'était l'Aquitaine. La frontière de la Neustrie et de l'Aquitaine passait un peu au-dessus de la Loire, la vallée de l'Aubance, le Bas-Léon faisant partie de la Neustrie et le Haut-Léon faisant partie de l'Aquitaine. Voilà. Et donc c'est Fulquenera qui a donné à l'Anjou ses frontières, voilà, par ses conquêtes successives, et qui notamment s'est emparé de ce territoire des Mauges qui, autour de l'an 1000, était en fait très peu peuplé, le mot forêt ne convient pas, des futaies, des taillis, des landes, un territoire de chasse, avec probablement beaucoup de forestiers qui vivaient là en marge de la société, mais sans qu'il y ait de cadre paroissial bien organisé. Voilà. Alors cette première dynastie d'Anjou, elle a régné sur la province pendant 3 siècles et elle a fait la gloire de la province pendant 3 siècles, au point que le comte d'Anjou est devenu roi de Jérusalem au XIIe siècle, et son fils, roi d'Angleterre. Car ce ne sont pas les Anglais qui ont régné sur l'Anjou, mais les Angevins qui ont régné sur l'Angleterre. Et oui, les Plantagenets étaient des Angevins, mais pas des Anglais. Voilà. Et puis, quand ils se sont anglicisés, ces Plantagenets, à la génération suivante, eh bien, l'Anjou a ouvert ses portes au roi de France, qui, en 1205, a rattaché l'Anjou et le Maine, en même temps que la Normandie, à la couronne de France. Voilà. Et à partir de ce moment-là, l'Anjou est rattaché à la couronne et régulièrement est donné en apanage par le roi à ses frères cadets. Alors il y a eu la première maison avec Charles d'Anjou, le petit frère de Saint-Louis, qui lui aussi a su conquérir une couronne en devenant roi de Sicile, avec cette grande aventure de la maison d'Anjou qui a dominé toute une partie de l'Europe à la fin du XIIIe et au XIVe siècle. Et puis ensuite, lorsque le comté, de nouveau, a fait retour à la couronne en 1328, parce que le comte d'Anjou, Philippe de Valois, est devenu roi de France, le comté est revenu à la couronne de France, et 2 générations plus tard, de nouveau, il a été donné en apanage, cette fois-ci par le fils de Philippe VI, Jean le Bon, à l'un de ses fils, son 2e fils, Louis, qui a inauguré la 3e maison d'Anjou, la 2e maison capétienne d'Anjou, qui a régné sur l'Anjou pendant 120 ans, jusqu'à la mort du roi René. Voilà. Et puis, après la mort du roi René, régulièrement, l'Anjou est donné en apanage à des fils de France. Alors, les uns sont morts très jeunes, qu'on songe au 2e fils de Louis XIV, Philippe, qui est mort à 3 ans, ou au 2e fils de Louis XV, là encore Philippe, qui est mort lui aussi à 3 ans, mais certains se sont signalés dans l'histoire, et tous ceux qui sont arrivés à l'âge adulte, là encore, ont trouvé le moyen de conquérir une couronne. Songez au frère de Charles IX, Henri, le futur Henri III de France, mais qui, avant d'être Henri III de France, a été Henri, roi de Pologne. D'où l'hôtel du roi de Pologne que nous avons au pied du château. Que l'on songe au petit-fils de Louis XIV, Philippe, le 2e petit-fils de Louis XIV, qui fut par le testament de Charles II de Habsbourg appelé à régner sur l'Espagne et son empire en 1700. Que l'on songe enfin au dernier duc apanagé d'Anjou, Louis Stanislas Xavier de Provence, qui était aussi comte d'Anjou
d'où d'ailleurs le canal de Monsieur frère du roi, c'est le canal de Monsieur, comte d'Anjou, duc d'Anjou, et qui sera en 1814 porté sur le trône sous le nom de Louis XVIII. Voilà. Donc, les ducs d'Anjou ont cette particularité inouïe, unique dans l'histoire de France, que tous leurs ducs, du moins tous ceux qui sont arrivés à l'âge adulte, ont fini par conquérir une couronne de Sicile, de Jérusalem, d'Angleterre, de France, d'Espagne, de Pologne ou d'ailleurs. Alors, à la veille de la Révolution, l'Anjou est l'une des plus petites provinces de France, qui n'en est pas moins plus étendue que ne l'est l'actuelle Maine-et-Loire, puisque cette province, elle va jusqu'à Cossé-Vivien. Donc elle couvre tout le sud de l'actuelle Mayenne, elle couvre la Flèche, et elle couvre Bourgueil et Château-la-Vallière. Donc sensiblement plus étendue. Cette province, elle a une université à Angers, qui a connu son heure de gloire au XVe, XVIe siècle, qui au XVIIIe est plutôt sur le déclin, même si, semble-t-il, dans le déclin général des universités, Angers se porte plutôt pas trop mal, mais la réputation de l'université d'Angers, c'est qu'il suffit de payer 12 livres pour avoir ses examens, contre 12 livres, le professeur fournit les questions et les réponses. Voilà. 12 livres, c'est le prix de 4 moutons à l'époque, ou d'un petit cochon. Voilà. Bon. Donc ça reste quand même une petite somme, mais bon, on s'en tire bien pour les examens. Voilà. La province n'a pas d'intendant, puisque l'Anjou est rattaché à la généralité de Tours, donc l'intendant est à Tours. Voilà. Et la province n'a plus ses États provinciaux qui se sont réunis pour la dernière fois lors de la convocation des États généraux de 1614 d'abord et de 1649 ensuite. Les États généraux avaient été convoqués pendant la Fronde mais n'ont pas été réunis. Voilà. Donc depuis cette époque-là, les États ne sont plus réunis et les Angevins le regrettent. Ils espèrent bien qu'un jour les États reviendront, et précisément, Louis XVI, au printemps 1787, a recréé dans toutes les provinces où les États n'étaient plus convoqués depuis souvent un siècle et demi, 2 siècles, il a créé des assemblées provinciales. Alors, il est censé, selon cette réforme élaborée par Calonne, il est censé y avoir une assemblée par province et en fait par généralité, et une assemblée par district, et puis localement une assemblée par paroisse. Alors, dans la généralité de Tours, il n'y aura pas d'assemblée de district. En fait, il y aura une assemblée de généralité et il y aura des assemblées de province pour l'Anjou, le Maine et la Touraine. Et l'assemblée provinciale de l'Anjou, elle se réunit au mois d'octobre 1787 à l'hôtel de ville, avec à sa tête le duc de Choiseul-Praslin, qui a été nommé par le roi en sa qualité de seigneur de la Flèche. Voilà. Et donc, cette première, l'Anjou retrouve ainsi des institutions, une assemblée qui se réunit en 87, en octobre 87, et qui, dans l'attente d'une nouvelle convocation, est dotée d'une commission intermédiaire qui administre la province et qui le fait d'ailleurs avec beaucoup de soin. Alors, nous sommes en 87-88 en plein milieu de cette effervescence politique, marquée par la première assemblée des notables, marquée par la tentative de réforme de la justice, marquée ensuite par la convocation des États généraux par Louis XVI au mois d'août 1788. Ces États généraux, Louis XVI les convoque pour trouver une solution à la crise financière. Le royaume est au bord de la banqueroute, au bord de la cessation de paiement, du fait des 2 guerres qui ont été menées dans les 30 années précédentes, la guerre de 7 ans et la guerre d'indépendance américaine, qui ont coûté extrêmement cher, et qui, notamment pour la dernière guerre, la guerre d'indépendance américaine, a été financée pratiquement exclusivement par l'emprunt. Les impôts n'ayant pratiquement pas été augmentés
au cours de cette guerre. Bien. Et donc le royaume est au bord de la banqueroute, il faut trouver une solution. La solution, elle est dans une réforme fiscale visant à rendre l'impôt plus juste et mieux réparti et donc plus rentable. Voilà. Mais pour cela, il faut le consentement des intéressés, le consentement des populations, et c'est pour ça qu'on convoque les États généraux, qui est une assemblée de conseils. Ce sont des conseillers que le roi appelle auprès de lui. L'ennui, c'est que ces États généraux, plus personne ne sait comment fonctionne et comment doit être composée cette institution qui n'a pas été convoquée depuis 1649 et qui n'a pas été réunie depuis 1614. Voilà. Et donc il y a toute une effervescence sur le point de savoir comment seront convoqués les États généraux et comment ils fonctionneront. Et l'enjeu est de savoir si la représentation sera égale pour chaque ordre et dans chaque circonscription, un député pour le clergé, pour la noblesse et pour le tiers-état dans chaque circonscription, ou s'il y aura doublement de la représentation du tiers-état. Et le deuxième enjeu, une fois réunis, est-ce qu'on votera par tête ou est-ce qu'on votera par ordre? Un ordre, une voix. Alors la polémique politique s'empare de l'affaire, et notamment ce qu'Augustin Cochin a appelé les sociétés de pensée. C'est-à-dire ces cercles de réflexion dont font partie les loges maçonniques, les académies, les cabinets de lecture, où sur un pied d'égalité, on réfléchit aux réformes à apporter à la politique, à l'administration, etc., etc. Sociétés de pensée qui sont gagnées aux idées nouvelles et qui veulent profiter de cette réunion des États généraux pour opérer un bouleversement général. Le but, c'est de régénérer le royaume, de lui redonner naissance, de fonder un ordre nouveau. Comment? Eh bien, les États généraux, une fois réunis, de leur propre autorité, se transformeraient en Assemblée nationale, s'empareraient du pouvoir constituant pour doter le pays d'une constitution écrite, et cette constitution écrite graverait dans le marbre les principes des Lumières. Voilà. C'est la tactique que décrit l'abbé Sieyès dans Qu'est-ce que le tiers-état, et c'est l'objectif que veulent atteindre les sociétés de pensée. Mais pour atteindre cet objectif, il faut le doublement du tiers-état, et il faut le vote par tête et non par ordre. Ce qui est contraire à la constitution coutumière du royaume. Alors en Anjou, évidemment, ce débat a un écho. Et il a un écho d'autant plus important qu'il y a eu, dans les années qui ont précédé la Révolution, quelques tensions. Quelques tensions entre les seigneurs hauts justiciers, donc la très bonne noblesse de la province, et les autres propriétaires, laboureurs, bourgeois ou petits gentilshommes. Le conflit portait sur les droits, sur les arbres jalonnant les chemins et les routes. Les seigneurs hauts justiciers affirmaient avoir un droit sur ces arbres, et donc si ces arbres doivent être coupés, c'est à eux de récupérer l'arbre. Évidemment, c'est une source de revenus qui est importante. Et évidemment, les propriétaires des champs sur lesquels se trouvent ces arbres ne sont pas contents. Il y a un conflit juridique que le Parlement a arbitré au profit des seigneurs hauts justiciers, et cette querelle, qui va durer jusqu'au printemps 89, date à laquelle les seigneurs hauts justiciers vont abandonner leurs prétentions, eh bien, alimente la querelle politique. Et clairement, la campagne en Anjou, elle va être vive, parce qu'il y a cette querelle en arrière-plan, et elle va opposer en particulier deux hommes. Au sein de la noblesse, le comte de Serran, qui est le chef du parti aristocratique, le défenseur des droits des seigneurs hauts justiciers, qui domine l'Assemblée provinciale et dont il est le procureur syndic. Bien. Et puis en face, un bourgeois de cran, Volney, qui va être le porte-parole des prétentions du tiers-état au cours de cette campagne. Bon. Et au milieu de cette effervescence vont avoir lieu la rédaction des cahiers de doléances. Chaque parti fait courir des modèles pour influencer la population, et puis l'élection des députés aux États généraux. Et ces élections, disons-le clairement, elles tournent
à la victoire de ce qu'on appelle à l'époque le Parti national, c'est-à-dire le camp de la Révolution. C'est vrai dans le clergé et dans le tiers-état. Dans le clergé, il y a eu une campagne très agressive menée par ce qu'on appelle le Parti des curés contre l'évêque, les chanoines et en fait tous les ordres, toutes les congrégations, qui d'ailleurs ont pour une bonne part déserté le scrutin. Résultat, 4 curés d'élus, et ça a été une victoire contre les... Alors il y a eu tout ça ne s'est pas fait facilement, il y a eu visiblement de fortes irrégularités qui font que les chanoines et les abbayes bénédictines ont protesté contre le scrutin. Au sein du tiers-état, c'est le parti des avocats dressé contre le comte de Sérent qui l'emporte largement et qui impose ses candidats. Et finalement, il n'y a que la noblesse qui va camper sur une ligne plus conservatrice, même si le comte de Sérent ne sera pas élu, parce que dans sa campagne pour défendre les droits des seigneurs aux justiciers, il s'est mis à dos toute la petite noblesse qui a voté contre lui. Et donc ont été élus 4 bons gentilshommes, dont 3 assez conservateurs, notamment le duc de Choiseul-Praslin, et un qui est partisan de la délibération en commun avec le tiers-état, qui est un peu plus libéral. Bon. On va dire, au printemps 89, l'Anjou a voté pour la Révolution en marche. Bien. Et pourtant, malgré ce commencement un petit peu tonitruant, l'Anjou ne va pas être gagné par le désordre qui va ravager d'autres provinces à partir du mois de juillet 489. À partir du 14 juillet en particulier, la nouvelle des journées insurrectionnelles du 14 juillet, de la prise de la Bastille, du massacre du gouverneur, crée une émotion à Angers, on crée une milice bourgeoise, évidemment, mais il n'y a pas de violence. La grande peur ne donne pas lieu à des violences comme dans d'autres provinces. On se contente d'aller prendre au comte de Sérent ses canons, au duc de Brissac les siens. Bon, ça reste raisonnable. Voilà. Il n'y a pas en Anjou de châteaux qui sont saccagés, brûlés, de propriétaires qui sont maltraités, qui finissent pendus à l'arbre le plus proche, comme ça a pu se faire dans d'autres provinces. Dans le Mâconnais, en Franche-Comté, dans le Quercy, en Provence, ou même pas très loin, dans le Haut-Maine et le Perche, où les événements ont été très violents. Le premier moment où la Révolution va avoir des répercussions sur la vie de notre province d'Anjou, c'est précisément au moment où l'Assemblée nationale constituante va s'employer à rédiger la nouvelle constitution, à établir un nouveau cadre, à créer une France nouvelle. Et le moment où elle va, dans ce but, dessiner un territoire nouveau et mettre fin à l'existence de la province pour donner naissance au département, à l'automne 89. Pour bien comprendre ce qui est à l'œuvre, il faut avoir à l'esprit que les révolutionnaires de 89, dès 89, ont pour objectif de régénérer le royaume. Le mot régénération est dans toutes les bouches, les radicaux comme les modérés. De quoi s'agit-il? Régénérer, redonner naissance. Il s'agit donc de faire table rase du passé pour donner naissance à un monde entièrement nouveau, forgé à partir d'idées abstraites, qui sont les conceptions rationalistes, libérales, égalitaires du temps. Bien. Alors, donner naissance à un monde nouveau, et puis à un homme nouveau adapté à ce monde nouveau, à cet ordre nouveau. Alors, citons ici, pour illustrer le propos deux députés de la Constituante. D'abord, Jacques-Guillaume Touré, qui est l'un des constituants les plus actifs en 89-90. Il a été le rapporteur
de la loi sur la nouvelle division du royaume, donc sur les départements, et le rapporteur de la loi sur la nouvelle organisation judiciaire du royaume. C'est-à-dire que c'est un personnage important, ce qui d'ailleurs ne lui épargnera pas de mourir en 1794, j'allais dire comme tout le monde, après une petite promenade dans Paris en charrette. Une fournée où on avait collé le chapelier et leur adversaire du premier nid, droite et gauche, réunis dans la même charrette. Bien. Établir la Constitution, c'est pour nous reconstruire et régénérer l'État, dit-il. N'entreprenons pas de faire la Constitution si nous ne voulons pas régénérer à fond. Les choses sont claires. Bon. De son côté, Rabot-Saint-Étienne tient des propos encore plus étonnant et encore plus intéressant. Il dit ceci, chargé de faire le bonheur d'un peuple dont tous les établissements consommaient le malheur. Il fallait renouveler ce peuple même. C'est intéressant comme phrase. Pour que le peuple soit heureux, il faut changer le peuple. Il fallait renouveler ce peuple même, changer les hommes, changer les choses, changer les mots et ramener les vrais principes, puisqu'il n'en était aucun dont on se fut écarté. Voilà. Et là, nous sommes le 3 novembre 89, on n'est pas en 93, 3 novembre 89, dès le début. Bien, Rabot-Saint-Étienne. Et évidemment, dans cette optique-là, la nouvelle division du royaume revêt une importance considérable. Le but affiché, c'est d'organiser la représentation du pays. C'est-à-dire le cadre dans lequel les électeurs choisiront leurs représentants. Mais le véritable but, et celui que l'on affiche assez rapidement, c'est en réalité de détruire l'esprit des provinces. Le principal objet de la nouvelle division du royaume est de détruire l'esprit des provinces comme on a cherché à détruire l'esprit de tous les corps. C'est ce que dit le comte de Mirabeau. Et ceux qui élaborent ce projet sont bien d'accord sur ce point, détruire les provinces, et c'est pour cela que tous ceux qui vont proposer que l'on adopte comme nouveau département, finalement, les anciennes généralités, on fait semblant de changer, on garde les anciennes généralités, donc les anciennes provinces, et on respecte les frontières, tous ceux-là vont se casser les dents. Leurs idées vont être, leurs propositions vont être écartées, et l'on va choisir délibérément un découpage qui marquera une rupture dans le découpage, dans les noms par lesquels on désignera les nouvelles entités. Voilà. Et l'Anjou va à cet égard pas mal souffrir, elle va se trouver rognée de tous les côtés, elle va perdre toute la région de Château-Gontier et de Cran au profit de la Mayenne, toute la région de la Flèche au profit de la Sarthe, toute la région de Bourgueil et de Château-Lavallière au profit de l'Indre-et-Loire. Voilà. Et donc, de là va naître ce département qu'on commence par appeler département de la Mayenne-et-Loire, puis du Maine-et-Loire, qui est une Anjou au petit pied, une Anjou en réduction, une Anjou divisée en 8 districts, Angers, Saumur, Baugé, Châteauneuf, Segré, Saint-Florent-le-Vieil, Viers et Cholet, et eux-mêmes divisés en 98 cantons et en 413 communes. Voilà. Puisqu'à l'époque, il y avait 413 communes, c'était avant que l'on s'emploie à les torpiller les unes après les autres. Donc, alors, tout ça ne s'est pas fait sans mal. Il y a tout de même eu quelques discussions, notamment entre Angers et Saumur. Saumur aurait bien aimé avoir son département. Et Saumur s'est cassé les dents. Après avoir échoué sur ce point-là, Saumur a tenté d'avoir le chef-lieu de ce nouveau département, au détriment d'Angers. Là, la bataille était encore plus difficile à mener, parce que Angers a une position centrale, dont Saumur ne peut pas, et puis Angers est une ville beaucoup plus importante, 25 000 habitants, bon. Saumur en a 2 fois moins, bon. Donc Saumur n'avait aucune chance sur ce terrain-là, et donc Saumur a dû se contenter de devenir chef-lieu de district. Bon. Il y a eu des batailles aussi entre petites villes pour savoir qui aurait le chef-lieu de district. Il y a des batailles de clochers entre les petites villes, notamment
Segré ne s'imposait pas du tout. Segré, c'est une petite commune rurale à l'époque. Candé aurait bien aimé avoir le chef-lieu du district. De même, entre Durtal et Châteauneuf, y a-t-il eu quelques querelles. Alors, ce découpage départemental ayant eu lieu, découpage qui va être le cadre de l'administration, de l'organisation judiciaire et bientôt de l'organisation ecclésiastique. Car l'Assemblée constituante se mêle aussi de la vie de l'Église et entend insérer l'Église dans la France nouvelle, dans la France révolutionnaire en construction, et pour ce faire, l'Assemblée va rédiger cette constitution civile du clergé qui aura des conséquences considérables. Alors, disons un mot ici de la politique religieuse des assemblées révolutionnaires successives. Cette politique religieuse, elle tient, à mon avis, en deux principes. Elle est évidemment le fruit de la conception que les Lumières ont de la religion. Et cette conception de la religion, elle est double. Il y a d'abord une hostilité très forte à l'égard de l'Église catholique elle-même et de son influence sociale, que l'on s'emploie à détruire, mais de l'autre, considère que la religion est socialement utile. Donc il faut une religion, mais une religion civile, une religion qui instrumentalise le sentiment religieux au profit de la patrie et bientôt de la République. Une religion qui est celle qu'a décrite Rousseau dans le contrat social, la religion du citoyen, dont le principe est la sainteté du contrat social et des lois. Et donc toute la politique religieuse des assemblées de la Révolution est guidée par ces deux principes complémentaires. Ce qui est notable, c'est que dès l'été 89, se constate une hostilité des assemblées à l'égard de l'Église catholique et de son influence sociale. On le voit à plusieurs traits. D'abord, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en est un témoignage. Le Dieu des chrétiens est absent. On parle de l'être suprême dans le préambule, mais ce n'est pas la même chose. L'être suprême des loges maçonniques, ce n'est pas le Dieu trinitaire des catholiques. Premier point. Deuxième point, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme définit la loi comme l'expression de la volonté générale, ce qui a pour conséquence de refuser à tout principe supérieur à la volonté du législateur une quelconque autorité juridique. On refuse l'autorité juridique du droit naturel. Et évidemment, a fortiori, du décalogue qui est l'expression religieuse de ce droit naturel. Bien. Il n'y a rien au-dessus de la volonté générale. Voilà. Donc, par cet article 6, on sécularise tout l'ordre juridique. Bien. Et puis enfin, l'article 10 place l'expression les expressions du culte sous le contrôle du législateur, voilà. Sous le contrôle de l'État. Et ce contrôle va s'avérer être rapidement très contraignant. Deuxième expression de cette hostilité, à 3 reprises. Le 28 août 89, le 13 février 90 et le 13 avril 90, l'Assemblée est saisie de la proposition de faire du catholicisme la religion de l'État, ou la religion nationale. À 3 reprises, l'Assemblée refuse. La troisième fois, les circonstances sont assez intéressantes. La proposition avait été faite par Don Gerle, qui était un chartreux député. Alors un chartreux député, déjà, c'est tout un poème. Les chartreux sont censés vivre loin du monde. Bon, tant qu'à faire que d'être député, ce Don Gerle siège à gauche, dans la majorité. Alors au centre-gauche, il est partisan de l'ordre quand même, bon, mais il siège quand même à gauche. Ce qui veut dire que sa proposition est susceptible d'aller au-delà des voies de la droite et du centre, de ratisser un peu plus large. Et en plus, le jour, à croire qu'il l'a fait exprès,
Le jour où il fait sa proposition, il se trouve que la gauche est minoritaire dans la salle, du fait du jeu de l'absentéisme. Immédiatement, les révolutionnaires réagissent. On ne va pas délibérer dans la précipitation. On reporte à demain. Ça, c'est un vieux truc parlementaire. Hein, quand la situation est sur le point de vous échapper, on reporte à demain, à la semaine prochaine, et la semaine suivante, le ton est complètement différent. Bien. Le lendemain, Don Gerle retire sa proposition. Oh, comme c'est bizarre. Visiblement, on l'a pris entre quatre yeux, celui-ci. On lui a expliqué qu'il ne fallait pas faire ce genre de bêtises tous les 4 matins. La proposition est reprise au vol par 2 députés de la noblesse, Casales et le vicomte de Mirabeau, celui qu'on appelle Mirabeau-Tonneau, pour des raisons qu'il est inutile de préciser et qui sont évidentes. Bien. Ces 2 députés reprennent la proposition, mais cette fois-ci, la gauche est au complet. Les tribunes sont pleines à craquer de militants qui hurlent, qui font de l'obstruction. Casales et Mirabeau-Tonneau ne peuvent pas se faire entendre. Et finalement, on vote sur le point de savoir si ils seront entendus. Et la réponse est non. C'est fini, le débat est clos. Pas tout à fait. Il y a eu un after. Après la séance, lorsque ces 2 députés ont voulu rentrer chez eux, il y avait un comité d'accueil. Et ils racontent qu'ils ont été obligés d'aller se placer sous la protection de la garde nationale pour pouvoir rentrer chez eux en un seul morceau. Tout cela montre une chose, c'est que le 13 avril 90, l'année de l'apaisement, soi-disant, eh bien, le catholicisme, religion nationale, on ne veut pas en entendre parler dans le camp révolutionnaire, et on veut tellement peu en entendre parler qu'on est prêt à déployer tous les outils pour qu'on n'en parle pas. Voilà. Et puis, les biens du clergé ont été mis à la disposition de la nation. Le prétexte, c'est de ouvrir l'endettement du royaume, mais en réalité, la vraie raison, c'est de détruire le clergé en tant qu'ordre et de lui retirer les moyens matériels d'assumer ses fonctions sociales et scolaires et universitaires. Parce que si c'était une question de dette publique, concrètement, il aurait suffi d'aliéner le tiers ou le quart des biens du clergé. Et on allégeait suffisamment le poids de la dette publique pour rendre les choses supportables. Mais évidemment, le clergé conservait les 3/4 de son patrimoine, et donc les moyens d'assurer la pérennité de ces écoles et de ces universités. Et c'est cela que l'on voulait détruire. Voilà. Évidemment, tout ça s'est fait au détriment de la population, car il y a eu toute une génération qui a été purement et simplement sacrifiée. Les écoles ont pratiquement toutes disparu pendant pas mal d'années. Quand on vole l'église, en général, on vole d'abord les pauvres. Ça va de pair. Les premières victimes, ce sont les pauvres. Et puis, la constitution civile du clergé est votée le 12 juillet 1790. Cette constitution civile du clergé, elle vise à intégrer le clergé dans la France nouvelle. La constitution civile du clergé. La constitution qui intègre le clergé à la cité nouvelle. Civil, cité, citoyen, civique, tous ces mots ont la même racine. Cette constitution, elle place, d'abord, elle dénonce de manière unilatérale le concordat de Bologne qui, depuis 1516, réglait les relations entre l'Église et le royaume. Premier point. Deuxième point, elle place le clergé sous le contrôle de la puissance publique. Désormais, les prêtres, les curés et les évêques seront élus par les citoyens actifs, payés par l'État et placés sous le contrôle des administrations départementales. Ce qui fait qu'un évêque ne peut pas quitter son diocèse sans l'autorisation du conseil départemental. Alors, élu, on a présenté cela à l'époque comme un retour aux sources. La vieille rengaine du retour aux origines du christianisme, ça ne date pas d'hier. C'est beaucoup plus ancien. Déjà à l'époque de la Révolution, cet argument était utilisé. L'élection des prêtres par la population. Oui, mais canoniquement, ce n'était pas cela, les origines du christianisme. Les évêques étaient élus par le clergé et les fidèles, pas par les citoyens.
Le critère en 1790 est un critère censitaire. Pour participer au scrutin, il faut être citoyen actif, c'est-à-dire payer suffisamment d'impôts. Peu importe que vous soyez catholique ou pas. Vous êtes juif, protestant, athée, mais riche, vous participez à l'élection de l'évêque, vous êtes catholique, pratiquant, mais pauvre, eh bien, vous assistez au spectacle, mais on ne vous demande pas votre avis. Donc, ce n'est pas la même chose que ce que l'on faisait au temps primitif de l'Église catholique. Alors évidemment, cette constitution civile du clergé, elle a suscité dans le monde catholique de vives réactions, dans le clergé et parmi les fidèles. Bon. Et ces réactions ont conduit l'Assemblée constituante à prolonger ce décret du 12 juillet 489 par un autre décret du 26 novembre 489, signé par Louis XVI un mois plus tard, obligeant tout évêque, curé, vicaire, pour exercer ses fonctions, à prêter un serment d'adhésion à la constitution civile du clergé. Et là a été l'épreuve de force. Dans cette obligation faite aux prêtres pour pouvoir exercer leur ministère, de prendre un engagement solennel vis-à-vis de cette constitution civile du clergé, et un engagement qui les conduisait à être infidèles à l'engagement qu'ils avaient pris quand ils sont devenus prêtres, quand ils ont été ordonnés prêtres auparavant. Donc ils ont le choix entre être pleinement prêtres catholiques, et bientôt le pape va condamner la constitution civile du clergé, demander aux prêtres qui ont prêté serment d'abjurer ce serment sous peine d'excommunication. Il va en profiter aussi pour condamner la déclaration des droits de l'homme. Il y a eu tout un ensemble. Bon. Bientôt, le pape va demander ça. Donc, les prêtres vont être le dos au mur. Ou ils sont pleinement catholiques, ou ils sont pleinement citoyens. Mais ils ne peuvent pas être l'un et l'autre. S'ils sont pleinement catholiques, ils sont exposés à des persécutions, à ne plus pouvoir exercer leur ministère, à être arrêtés de manière arbitraire, placés en résidence contrainte, par exemple au chef-lieu de département, ce qui se fera en Anjou. S'ils sont pleinement citoyens, eh bien, ils sont excommuniés et ils ne peuvent plus exercer de manière légitime leur ministère. Alors, l'Anjou est une terre extrêmement fervente. Cette ferveur religieuse, elle tient, et je vous renvoie ici aux travaux de Jean de Vigry, qui a longuement étudié la vie spirituelle dans le diocèse d'Anjou, dans le diocèse d'Angers au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. L'Anjou a été particulièrement privilégié à l'époque tridentine. Nous avons eu en Anjou, entre 1540 et 1758, 7 évêques réformateurs qui ont méthodiquement travaillé à la réforme spirituelle de leur diocèse. Dès l'époque du Concile, certains diocèses ont dû attendre l'époque de Louis XIII pour avoir un bon évêque qui y travaille. Et donc ces évêques se sont occupés successivement des congrégations religieuses, et puis ensuite de la formation des prêtres. Ils ont établi un séminaire, ils ont organisé des conférences pour les prêtres, finalement la formation continue. Ils se sont occupés de développer les œuvres spirituelles, les œuvres sociales, et ils ont envoyé des missionnaires dans les campagnes, et donc au milieu du XVIIIe siècle, le diocèse d'Angers est l'un des diocèses les plus fervents. Alors, avec des différences, hein. La ferveur est grande à l'ouest, le tempérament est plus tiède à l'est, notamment autour de Saumur, où il y a ce passé protestant qui est important. Et puis, à l'est du département, on a vu se développer dans les années 1750-60 des loges maçonniques, ici ou là, bon, qui sont l'expression de cette mentalité nouvelle. L'ouest n'en a pas connu. Bon. Alors évidemment, dans le diocèse d'Angers, le clergé résiste. Et la majorité du clergé va refuser de prêter serment, suivant en cela l'exemple de l'évêque, Monseigneur Coué du Vivier de Lori, qui a demandé à ses prêtres de ne pas prêter serment. Voilà.
on peut estimer que les 2/3 des prêtres de l'Anjou n'ont pas prêté serment à la constitution civile du clergé, avec une disparité très grande, puisque dans le doyenné des Mauges, la proportion dépasse les 95%, alors qu'autour de Saumur et de Montreuil-Bellay, on a eu 85% de jureurs. Voilà. Et tout le reste de l'Anjou se déploie entre ces deux situations extrêmes. Et nous avons déjà à ce moment-là de très beaux exemples qui sont donnés, par exemple par l'abbé Noël Pinault, le curé du Lot-Roubaix-Connais, qui fait une déclaration solennelle en cette circonstance-là. Tant que les lois que l'Assemblée nationale a faites n'ont parlé que sur le temporel, j'ai été le premier à m'y soumettre, dit-il. Mais aujourd'hui qu'elles veulent mettre la main à l'encensoir, qu'elles attaquent ouvertement les principes reconnus depuis tant de siècles par l'Église catholique, apostolique et romaine, mon silence serait un crime. Je dois vous avertir, tout me commande de vous instruire. Vous voulez savoir ce qui empêche de prêter serment? L'Assemblée a détaché la France de notre chef visible, qui est le pape, de sorte qu'il portera le nom de chef des fidèles et n'aura aucune communication avec eux, puisque les évêques ne recevaient plus l'institution canonique du pape. Vous voyez que cela est évidemment contraire à notre religion. Et l'abbé Pinault de poursuivre, je verrai mon supplice préparé, que je m'y refuserai au sermon, car ainsi que firent les premiers fidèles en se refusant aux lois injustes des rois du paganisme, c'est ainsi que nous devons faire. Voilà. On pourrait citer l'abbé Caillot, le curé de Chantecé, on pourrait citer également le curé de la chapelle Saint-Florent, qui était le confesseur de Bonchamp, bon, et qui ont fait des déclarations qui toutes allaient dans le même sens. Et puis, il y a la réaction des municipalités. Toutes les municipalités ne sont pas révolutionnaires, surtout dans les campagnes. Il y a de nombreuses municipalités qui sont contre-révolutionnaires et qui ne voient pas arriver tout cela d'un bon œil. Ce que l'on constate dans les campagnes de l'ouest de la France, c'est la force d'inertie de beaucoup de municipalités qui se sont bien gardées de mettre en vente les biens du clergé, par exemple, qui tardent à dresser les rôles d'imposition. Pourquoi il y a cette crise financière au cours de la Révolution? Parce que les impôts ne rentrent pas. En 1793, sur les 4 années précédentes, il y avait 2 années complètes d'arriérés. Toute l'année 92, la moitié de l'année 91, et il y avait un reliquat pour les années 90 et 96. Les gens ne payent plus, et notamment parce que les maires ne dressent plus les rôles d'imposition. Il y a cette force d'inertie qui est très grande. Bon. Alors, un certain nombre de maires se gardent bien de prévenir les autorités que leur curé n'a pas prêté serment. Et ce qui fait que, dans certains coins, je pense notamment à certains coins de Bretagne à circuler, on a certains prêtres réfractaires qui ont pu célébrer la messe dans leur église jusqu'à l'automne 92, jusqu'au printemps 93, et même le record, à ma connaissance, jusqu'en septembre 93, pour le curé de Concoré, bon, le fameux abbé Guillotin, qui a un chêne à son nom, dans la paroisse du même nom, un chêne qu'il avait abrité au moment des persécutions. Bon. Mais on a certains maires qui protestent. Prenons le conseil municipal de Melay. C'est avec une grande tristesse que nous faisons porter le procès-verbal de refus dans l'appréhension que nous avons d'être privés de la conduite si sage de nos zélés ministres, quoique plusieurs semaines soient écoulées depuis ce refus. Quoique plusieurs semaines se soient écoulées depuis ce refus. Et ils avouent ça de manière presque candide. Et ils ajoutent, s'il était possible de le cacher, nous le ferions avec une grande joie. Ils sont d'une candeur, ils ne savent pas à qui ils s'adressent. Quand nous nous rappelons que le même troupeau a été gouverné et conduit par un même pasteur depuis 38 ans, et qu'il est assisté d'un digne coopérateur en la personne de son vicaire, qui nous prêche beaucoup plus par leurs exemples que par leurs paroles. Messieurs, ne soyez pas insensibles à nos peines, qui nous touchent très sensiblement. Procurez-nous, s'il vous plaît, la consolation que le même troupeau soit gouverné par le même pasteur et par son digne coopérateur. Voilà ce qu'écrit le maire de Melay en février 91 et qui récoltera de sa lettre une bonne avoinée de la part du procureur du district, le marquis de Beauvau. Alors, à partir de cette époque, commence très tôt à la fois une persécution
l'abbé Pinault est arrêté pour la première fois au début du mois de mars 91. Et puis une résistance. Résistance des maires qui taisent l'attitude de leurs prêtres, lorsqu'ils le peuvent. Résistance parfois des conseils municipaux qui poussent à bout le prêtre jureur pour l'inviter à partir, lui faire sentir qu'il n'est pas le bienvenu, et qui ensuite, une fois qu'il est parti, s'empresse de rappeler le prêtre réfractaire. Résistance des populations qui hébergent ces prêtres réfractaires qui sont souvent interdits de séjour dans leur paroisse, les hébergent, les cachent, accueillent chez eux des messes clandestines. Et la résistance, elle commence par ce mouvement-là, ce mouvement qui consiste à donner l'hospitalité aux prêtres pourchassés et à accueillir chez soi ce qui est relativement facile quand on vit dans une ferme au milieu du bocage, donc loin du bourg, donc loin des yeux. Accueillir la messe le dimanche chez soi pour qu'elle soit célébrée pour la population. Voilà. Alors, dès l'automne 91, l'Assemblée législative s'emploie à prendre des mesures contre les prêtres réfractaires, pour les contraindre au serment, les déclare suspects. À chaque fois, Louis XVI met son veto, il les protège. Mais les assemblées départementales qui ont un pouvoir réglementaire dans certains départements contraignent les prêtres à installer leur résidence au chef-lieu de département. Et c'est le cas notamment en Anjou. Bien. Et l'on a assisté, le 18 juin 1992, à des scènes violentes, extrêmement pénibles à l'encontre des prêtres qui ont été placés à l'époque en résidence surveillée, quasiment en prison, dans le grand séminaire d'Angers. Ce sont ces prêtres qui seront, 2 mois plus tard, en vertu du décret du 26 août 1992, déportés en Espagne par la mer. Voilà. Alors, toute cette résistance catholique, elle va évidemment contribuer à alimenter une résistance armée à partir du printemps 1793. L'Anjou, le Maine-et-Loire, a joué un rôle de tout premier ordre dans cette résistance armée. 800 paroisses du sud de la Loire prennent les armes au mois de mars 1993, auxquelles font écho la révolte de nombreuses paroisses du nord de la Loire, en Bretagne, dans le Maine et le Haut-Anjou. La différence, c'est que au sud de la Loire, ces paroisses de Vendée, de Maine-et-Loire, des Deux-Sèvres, de Loire-Atlantique, qui vont devenir la Vendée militaire, vont réussir à s'organiser, à vaincre et repousser les armées qui étaient envoyées contre elles. Et donc, ce mouvement, contrairement à ce qui s'est passé partout en France, s'est inscrit dans la durée, du fait des victoires remportées. Notre région n'a pas été la seule à prendre les armes. En Bretagne, il y a eu, dans de nombreuses paroisses, des révoltes contre la conscription. Mais ces révoltes, elles ont duré une semaine, 10 jours, 15 jours, et puis après, les troupes sont arrivées, les révoltés ont été dispersés, et il est resté tout au plus quelques maquisards qui ont commencé une vie de chouannerie, encore que le vrai commencement de la chouannerie soit le printemps 94. Bien. En Lozère, il y a eu une révolte, mais en Lozère, ça a duré une semaine, fin mai, début juin 93. Bon. Aux confins du Maine-et-Loire, de la Vendée, des Deux-Sèvres, de la Loire-Atlantique, cette résistance, elle va durer des mois et des mois, en mobilisant toute la population et en établissant sur un territoire libéré, échappant complètement au contrôle de l'administration républicaine, une contre-société, avec son gouvernement, dont le siège était à Châtillon, à Mauléon, avec son imprimerie, avec sa monnaie même. Alors, qu'est-ce qui crée la spécificité
de cette révolte et la part jouée par l'Anjou. D'abord, l'Anjou a joué un rôle très important dans cette insurrection vendéenne, puisque plusieurs des chefs principaux de l'armée catholique et royale de Vendée sont originaires de l'Anjou. Bonchamp, la chapelle Saint-Florent, Delbé, Beaupreau, Catlino, Le Pin-en-Mauges, auquel on peut ajouter Stofflet, qui était de Molévrier, même si il était lui-même né en Lorraine. Mais Molévrier était le lieu où il résidait depuis 25 ans. Deuxièmement, les Angevins ont apporté à cette armée catholique et royale de Vendée une part importante de ses troupes, et lorsque viendra le temps de la répression, les Angevins vont payer un prix extrêmement lourd, puisque selon certains historiens et démographes, il y aurait eu 75 000 habitants du seul département de Maine-et-Loire victimes de la répression républicaine de la Vendée militaire. C'est le chiffre le plus élevé. La Vendée est juste en dessous, la Loire-Atlantique, la Loire inférieure à l'époque, et les Deux-Sèvres, sensiblement en dessous. Donc le tribut payé par l'Anjou a été particulièrement lourd. Allons à l'essentiel. Quelle est la spécificité de cette Vendée militaire, fondamentalement? D'une part, il y a la dimension militaire. Cette accumulation de succès pendant 6 mois. 6 mois de victoire avec très peu d'échecs entre deux. Bon. Pendant 6 mois, l'armée catholique et royale de Vendée a tenu la dragée haute aux armées de la République. Et ça, c'est unique en France. Deuxièmement, la Vendée, elle n'est pas simplement un danger militaire, elle est un danger idéologique. La Révolution, elle a été faite au nom du peuple. Alors, le mot peuple est un mot piégé sous la Révolution. Quand on parle du peuple, les révolutionnaires n'évoquent pas l'ensemble de la population, ils ne parlent que des militants révolutionnaires. C'est pour ça qu'en 1993, ils peuvent dire que la Société des Jacobins représente le peuple, puisque ce sont les plus révolutionnaires. Ceux qui ne sont pas révolutionnaires ne font pas partie du peuple, sont des ennemis du peuple. Voilà. Or, face à cette révolution réalisée au nom du peuple abstrait, le peuple concret a pris les armes. Le vrai peuple, le peuple des journaliers, des vignerons, des laboureurs, des tisserands, le vrai peuple. Et il n'a pas pris les armes au nom des idéaux de 89 qui auraient été trahis, il n'a pas pris les armes au nom des principes des Lumières ou des droits de l'homme, non, il a pris les armes au nom de Dieu et du roi, en allant chercher ses châtelains pour les conduire. Mais c'est terrible comme remise en cause. Pour la Révolution, c'est un danger. C'est la démonstration que tout le discours autour de cette insurrection populaire est factice, qu'il ne repose sur rien, que les révolutionnaires ne sont qu'une infime minorité. Je ne résiste pas à ouvrir une parenthèse. En ce moment, je suis en train de lire les discours de la Société des Jacobins, 93. Et j'ai fait une petite découverte assez amusante il y a 15 jours. Petite lettre envoyée par les 4 représentants en mission qui ont participé à la conquête de Lyon, au détriment des Girondins et des royalistes associés, en octobre 93. Et dans cette lettre, les représentants en mission se plaignent de l'état de l'esprit public à Lyon. Ils disent, bon, on guillotine, on fusille, c'est très bien, bon voilà, ça marche bien, mais bon, on cherche des vrais patriotes, on n'en trouve pas. Il faut que vous nous envoyiez des vrais patriotes pour régénérer la ville. Une ville de 100 000 habitants, si vous pouviez nous envoyer 40 Jacobins de Paris, 40 pour régénérer une ville de 100 000 habitants. Réponse à la Société des Jacobins, 40? Mais on ne peut pas vous en envoyer tant. On ne peut pas se dégarnir à ce point. On a des ennemis, nous aussi, à Paris. Non, on peut vous en envoyer 4. Pas plus, pas 40. Donc vous imaginez, Paris qui mène la Révolution, qui donne le ton. À Paris, la Société des Jacobins, ils sont peut-être 200. Voilà. Et dans une ville de 750 000 habitants. Soboul, le grand historien communiste, robespierriste, a réalisé, c'est très intéressant, un annuaire du personnel des sections de Paris.
On a les noms des types qui s'agitaient dans les sections en 93. Bah, son dictionnaire, il y a 1400 noms. 1400 noms dans une ville de 750 000 habitants. Si vous ajoutez les épouses de tout ce monde-là, les fameuses tricoteuses qui allaient hurler au pied de la guillotine, bon, on peut doubler la mise. Bon, allez, disons qu'ils étaient 3000 avec les grands-fils qui se sont engagés aux frontières. 3000 sur 750 000 habitants, même pas 0,5% de la population. Vous voyez, c'est vraiment une infime partie de la population. Et c'est ce que révèle la révolte de la Vendée. Et c'est pour cela que, dès le 8 mai 1993, à la tribune des Jacobins, Robespierre dit qu'il faut exterminer les Vendéens. Que c'est la loi à la main qu'il faut exterminer nos ennemis. Et à partir de ce moment-là, le comité de salut public de la Convention va élaborer 4 plans successifs d'extermination de la Vendée militaire. Le premier, présenté par Barère à la Convention le 1er août, qui est un plan qui consiste dans l'extermination de l'armée vendéenne et la déportation des femmes, des enfants et des vieillards. Ce plan échoue avec la défaite des Mayenzais à Torfou le 19 septembre. Le deuxième plan, le 1er octobre, après le fameux discours « La Vendée, la Vendée, la Vendée », vise à détruire l'armée catholique et royale avant le 20 octobre. En fait, ce plan-là, il va être mené à son terme avec la bataille de Savenay, le 23 décembre. C'est à ce moment-là que l'armée va être détruite. Bon. Et après, il y aura le quatrième plan, le troisième plan. Le troisième plan, c'est le plan des colonnes infernales, élaboré par Turreau, et qui, à partir du 21 janvier 1994, alors qu'il n'y a plus d'armée vendéenne, il n'y a plus aucun danger militaire, il n'y a plus d'adversaires, ces colonnes partant des frontières de la Vendée, de Chalonne, d'Époncé, de Brissac, de Douai-la-Fontaine, de Thouars, de Saint-Mexan, vont progresser méthodiquement de village en village, confisquer toutes les ressources, le bétail, les grains, brûler tous les bâtiments et passer au fil de l'épée toute la population, hommes, femmes, enfants, du nouveau-né au vieillard, blancs et bleus. Car on sait que dans les paroisses où il y avait quelques bleus, ils ont été les premières victimes des colonnes infernales. Ben oui, ils étaient républicains, ils avaient confiance dans la justice de leur pays, eux. Alors ils arrivaient avec leur certificat de civisme à la main. Mais on est des vôtres, on est des bons, nous. Ben oui, premier rencontré, premier tué. Et voilà, les Blancs, ils savaient ce qui les attendait. Donc quand ils voyaient arriver l'armée, ils filaient dans le bois le plus proche. Bon. Donc les premières victimes ont été souvent des Bleus. Et l'armée républicaine elle-même se vante d'avoir éliminé, violé des femmes républicaines. Alors l'Anjou a payé, évidemment, dans cette affaire, un tribut extrêmement lourd, par les colonnes infernales, mais aussi par la terreur qui a marqué Angers, Douai et Saumur, les commissions militaires qui ont été constituées à partir de l'été 93, notamment la commission Félix, le représentant en mission Franck Castel, qui, à partir du 20 octobre 93, supervise les opérations depuis l'hôtel de Maquillé, où il avait établi sa résidence. Puis donc ces commissions qui vont juger de manière sommaire, ou qui parfois vont superviser l'élimination physique de ceux qui sont emprisonnés sans jugement. Car il y a des milliers et des milliers d'Angevins dans les prisons d'Angers, au château, au Grand Séminaire, au Calvaire, au Bon Pasteur, un peu plus de 5000 Angevins, et donc il faut vider les prisons, coûte que coûte. Alors, il y a ceux qu'on juge et ceux qu'on ne juge pas, et ceux qu'on fusille sans jugement. Voilà. Alors, les 3 principaux lieux de massacre à Angers ont été, comme vous le savez, ici même, à Saint-Gemme, sur les bords de Loire, où ont été fusillés entre 1300 et
et 1500 Vendéens allaient aux Bonshommes, ce qui est devenu le champ des martyrs à Avrier, au-delà de la porte lyonnaise, comme on disait à l'époque, où l'on a fusillé à peu près 2000 personnes, peut-être un petit peu moins de 2000 personnes, et puis la place du ralliement, où la guillotine fonctionnait juste au-dessus de la rue des Deux Haies, et où l'on a guillotiné à peu près 300 personnes. Une terreur qui bat son plein entre décembre 93, le moment de la bataille d'Angers, le lendemain de la bataille d'Angers, et le début du mois d'avril 94, le moment où le comité de salut public décide de centraliser la terreur à Paris, et donc de faire venir les prévenus à Paris pour qu'ils soient jugés et exécutés à Paris. C'est donc entre décembre 93 et avril 94 que la terreur a atteint son paroxysme chez nous, sachant que la guillotine a continué à fonctionner, place du ralliement, jusqu'au 15 octobre 93, c'est-à-dire encore 2 mois et demi après la chute de Robespierre. Alors, cette terreur, elle a eu pour effet de réveiller la résistance. Et je terminerai sur ce point. Elle a eu pour effet de réveiller la résistance au sud de la Loire. Les gens se sont battus pour sauver leur peau. Et Stofflet, Monsieur Henry, pour peu de temps, malheureusement, Stofflet ont reconstitué des petites armées pour harceler les colonnes infernales. Ce que fera Charette un peu plus loin dans le pays de Ré et dans le Marais. Mais également, la résistance, elle ne concerne pas simplement la Vendée militaire. Elle concerne pratiquement tout l'Anjou. Car dès février, mars, avril 94 se développe au nord de la Loire ce qu'on a appelé la chouannerie. Alors, dans la partie mayonnaise, avec Jean d'Argent, qui avait combattu aux côtés des Vendéens pendant la virée de Galerne, entre octobre et décembre. Il avait rejoint les Vendéens, je crois, à Candé, lors de leur passage à Candé. Il a dû les quitter, comme tous les chouans du Maine, après la déroute du Mans, pour rentrer chez lui. Et au milieu de cette persécution, alors que le poids de la terreur pèse sur toutes les familles, eh bien, en février-mars, il fait le tour dans ses paroisses, les confins de l'Anjou et du Maine, Atillé, Quelaine, Courbeveille. Il fait le tour de ses anciens compagnons d'armes. Il va toquer à chaque porte et il leur dit: si vous êtes des hommes, il faut que vous me suiviez, il faut que vous veniez prendre les armes avec moi, parce qu'on ne peut pas se laisser égorger comme des moutons. Voilà. Et il a ainsi constitué une petite troupe de quelques hommes. Au point de départ, Jean Chouan était obligé de lui prêter des hommes, tellement ils étaient peu nombreux. Il devait être une vingtaine. Bon. Et puis, avec les premières victoires, il a commencé par libérer les clochers de son canton, et bien de plus en plus de gens l'ont rejoint, et en mai, juin, juillet, août, la chouannerie prend vraiment une très grande ampleur, et une ampleur telle que, au retour des moissons, au mois de septembre, les chefs chouans décident, dans leur région, de lever tous les hommes de 16 ou 18 jusqu'à 45 ans. Donc là, on a une levée en masse qui devient massive. Alors, le sud de la Mayenne, Jean d'Argent, le comte du côté de Cran, Coquereau, le fameux Coquereau du côté de Dan, Château-Gontier, Saint-Denis d'Anjou, Châteauneuf, et puis, plus près de nous, autour de Segré et de Candé, le vicomte de Sepot, qui était un des aides de camp de Bonchamp, et qui établit son quartier général au château de Bourmont, à Fregné, ce qui explique que ce château est flambé une dizaine de fois au cours de la Révolution. Voilà. Et puis, ce qui est moins connu, c'est que cette chouannerie, au fur et à mesure du temps, elle s'est déplacée vers l'Est. Elle a grappillé vers l'Est. Le Loir a longtemps été une frontière, un obstacle géographique. Mais dès le printemps 95, le Loir est franchi. Durtal est attaqué. Et puis on se déplace de plus en plus dans la région de Sèvres, dans la région de Baugé. Et on commence à assister à des incidents. Alors ce sont de petits incidents qui peuvent paraître dérisoires comparés à l'épopée de l'armée catholique et royale de Vendée. Il s'agit de quelques chouans qui arrivent dans une commune, qui commencent par saucissonner
l'arbre, non pas de la laïcité, mais de la liberté, qui ensuite s'empare de la caisse publique, des armes de la garde nationale, qui éventuellement font flotter le drapeau blanc pendant quelques heures au-dessus de l'église, mais encore pas toujours, et qui ensuite partent dans la campagne. Bon. Mais il est assez notable que le Baugeois a fini par être gagné par cette chouannerie, et en 1799, Bertrand de la Fréjolière, qui était revenu après Quiberon dans l'Ouest, a été le chef de cette chouannerie du Baugeois qui débordait dans la région de Château-Lavallière, de Bourgueil, et qui avait de nombreux partisans autour de Baugé, autour de Sèche, et même autour de Noyant. Ils se sont emparés du Lude 2 fois, une fois en octobre 99, une fois en janvier 1800. Ils se sont emparés de Baugé en novembre 99. Bon, il y a toute une activité de chouannerie, évidemment moins importante que celle que l'on a connue plus à l'ouest, mais qui n'en est pas moins, ne mérite pas moins d'être relevée. Alors, l'Anjou a donc été une terre de résistance. La Révolution, dans sa volonté de donner naissance à un monde nouveau et à un homme nouveau, a engendré la première expérience totalitaire du monde contemporain, qui a servi de source d'inspiration au grand totalitarisme du XXe siècle. On sait à quel point Lénine avait longuement médité le précédent jacobin, avait longuement médité la geste de Robespierre, et notamment les erreurs qu'avait pu commettre Robespierre, pour ne pas les renouveler. Et les Vendéens ont été ceux qui ont sans doute instinctivement saisi cette nature totalitaire. Et leur honneur a été d'être prêts à prendre les armes, à tout sacrifier pour résister, pour s'opposer à ce pouvoir totalitaire. Et nos Angevins, si paisibles, si polis et si calmes habituellement, ont pris dans ce combat une part extrêmement importante, une part décisive, et ce sont ces grandes heures de notre province que je suis heureux d'avoir évoquées avec vous ce soir. Je vous remercie.